Alors, bon, ben, rebonjour pour la troisième fois. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui nous entendent et certains qui ne nous entendent pas. Alors, bienvenue, comme je vous disais, à ce premier Speed Condo de l'année 2022 sur un sujet chaud, les locataires et quoi faire quand la progression des locataires ne cesse d'augmenter. La présentation de cet après-midi, je vais la faire avec ma collègue Maître Siao, où on va vous entretenir de ce sujet. Je vous rappelle que pour la programmation complète des Speed Condo pour l'année 2022 ou toutes les formations qui sont offertes, je vous invite à aller sur le site de Grand Prix Jolicoeur pour avoir l'horaire complet. Alors, est-ce que ce sera bientôt le retour des Speed Condo en présentiel? On évitera peut-être tous ces problèmes techniques à l'avenir. Dieu seul le sait, on verra bien, puis on va suivre ça évidemment avec beaucoup d'intérêt. Alors, Mathia, de quoi allons-nous parler cet après-midi? Dans quel ordre? Alors, au sujet chaud aujourd'hui, on va vous parler de l'impact de la présence des locataires dans vos copropriétés. On va vous parler également des solutions qui ont été envisagées par les syndicats au fil des années pour encadrer, si on veut, la location, ainsi que les encadrements légaux que nous, on vous propose pour chapeauter un peu ce sujet dont tout le monde est visé de proche ou de loin. Alors, le premier point qu'on voudrait aborder avec vous, c'est les impacts des locataires. Alors, on a toujours un peu la notion que l'arrivée de locataires, un locataire au pluriel, ça a un impact très négatif et souvent, les syndicats de copropriété donc, vont essayer de réagir souvent en retard, on le verra, mais ils vont essayer de réagir à cette présence accrue puis essayer de freiner l'arrivée de locataires. Et ça s'explique en fait pour plusieurs raisons, surtout quand on regarde un peu les impacts de l'arrivée des locataires. Donc, comprendre les impacts des locataires va nous aider à vous donner de meilleurs outils pour par la suite pouvoir les encadrer ou encore les décourager peut-être dans votre copropriété. Le premier impact d'une arrivée d'un locataire, c'est évidemment l'impact financier. Il y a des premiers impacts qui sont directs au niveau de la prime d'assurance. Par exemple, vous savez tous que passer une certaine proportion, un certain pourcentage de locataires vis-à-vis les copropriétaires résidents, vous êtes considéré aux fins de votre assurance de copropriété comme étant un immeuble locatif et vous avez donc une surprime. Donc, premier impact très négatif, c'est cette fameuse augmentation de prime. Mais il y a aussi un impact financier un petit peu moins apparent, un petit peu plus sournois, mais qui est très présent. Par exemple, les frais qui vont être nécessaires, que ce soit financièrement ou que ce soit humainement, par exemple, pour tenir les registres à jour. Alors, vous savez que votre syndicat de copropriété doit tenir en tout temps ses registres à jour, notamment le nom des locataires, les coordonnées des copropriétaires et tous les documents afférents. Cette tâche-là relève souvent du gestionnaire quand vous êtes chanceux et que vous avez un gestionnaire, ou encore de l'administrateur lorsque c'est une autogestion. Alors, ça va prendre du temps. Si vous avez un gestionnaire, il se peut très certainement que cet accroît de travail vous soit également, se transmette par une augmentation de coûts également. On l'a dit, on a traité de la question des assurances, mais la gestion de l'assurance, la gestion du nombre d'unités en location, la mise à jour de cette situation auprès des assurances font également partie de l'impact financier, de l'impact perte de temps. La fréquence des emménagements et des déménagements sont souvent la bête noire associée à l'arrivée des locataires dans votre immeuble. Donc, un locataire, ça change plus qu'un propriétaire normalement. Donc, on voit arriver des locataires. Des fois, c'est à chaque année. Donc, on a des emménagements, des déménagements, des dommages qui sont causés à certaines parties communes, comme l'entrée, les ascenseurs. Il y a souvent aussi des ressources qui sont sollicitées, le concierge, par exemple, pour mettre des toiles dans les ascenseurs, etc. Il y a aussi toute la question quand on parle d'aménagement, déménagement, la question des fameuses boîtes. Alors, quand on déménage, on arrive avec des boîtes, avec des cartons, avec des éléments qui sont emménagés, puis qui sont jetés par l'ancien locataire aussi. Donc, on a toute une gestion qui est à faire à ce niveau-là.
On a aussi toute la gestion des cautions. Alors, on y reviendra tout à l'heure, donc sur l'imposition des cautions. Donc, arrivée de nouveaux locataires, ça veut dire aussi gestion des cautions, gestion des dossiers de la copropriété, gestion des visites aussi et des droits d'accès à l'unité louée. Alors, votre syndicat doit savoir qui habite dans les unités, qui a le droit d'y résider. Alors, c'est qui le locataire, c'est qui les résidents. Il va devoir gérer cet aspect-là. Il va devoir aussi, et il a dû récemment devoir se mêler des visites. On était en mesure sanitaire, donc les visites des appartements étaient aussi un impact financier négatif. Il va devoir gérer aussi des cas de sinistres beaucoup plus fréquents d'habitude. Donc, on a une statistique toujours à la hausse quand on a des locataires, ne serait-ce qu'à l'arrivée, au départ, les problèmes de chauffage, etc. Donc, ils vont pouvoir être mis. La gestion des déchets, je l'ai effleuré tout à l'heure, mais plus il y a d'emménagement, plus il y a de déménagement, plus il y a une gestion des déchets aussi à devoir traiter. Et évidemment, la multiplication des échanges qui vont devoir être faits, que ce soit par le conseil d'administration ou par le gestionnaire. Donc, les communications avec le propriétaire, les communications avec le locataire, les différents échanges qui vont devoir avoir lieu. En bref, c'est une utilisation accrue des ressources, une utilisation accrue de la mise à jour des registres et des échanges avec les différents fournisseurs. Mais il y a aussi des impacts administratifs de l'arrivée de locataires. Oui, et en effet, Maître Bodis. Alors, au niveau de l'administration, de l'impact administratif, la lourdeur de la gestion de la présence des locataires peut avoir un effet sur la copropriété. Comme vous savez peut-être, lorsque vous êtes en location, il y a un lien bilatéral entre le locataire, donc le propriétaire qui loue, et le locataire. Habituellement, c'est le même contrat qui les lie. Par contre, lorsque vous êtes en copropriété, on se retrouve avec une troisième partie qui est le syndicat, qui se retrouve à devoir chapeauter un peu les obligations et les devoirs du locataire. Donc, le syndicat, lorsqu'il constate qu'il y a des locataires qui emménagent et qui sont présents, doit veiller à ce que les règlements de l'immeuble et des obligations de la déclaration soient bien respectées. Donc, c'est l'idée de savoir que les locataires ne font pas trop de bruit lorsqu'il y a le soir venu, qu'il n'y a pas de fête, qu'il n'y a pas trop d'achalandage non plus, parce que oui, la COVID, c'est une chose, mais aussi on peut avoir des locataires qui sont un peu plus incommodants. Donc, oui, le propriétaire doit être là, mais le syndicat doit être là. Donc, vous vous trouvez en copropriété avec une relation un peu tripartite en cas de location. Également, Maître Bodélis vous l'a effleuré un tout petit peu, en cas de sinistre, lorsqu'il y a un sinistre au niveau de la lourdeur administrative, il y a des appels qui doivent être faits supplémentaires, des communications. Lorsqu'il y a un dégât d'eau, on ne peut pas, si le locataire n'est pas présent, on doit, à titre de syndicat, on doit appeler le copropriétaire. Le copropriétaire doit faire des liens et appeler le locataire, si possible, venir ouvrir la porte, etc. Donc, c'est des risques, pas des risques, mais c'est des situations qu'on doit prendre en considération, considérant qu'il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup plus d'acteurs en cas de location. Aussi, lorsqu'il y a des règlements d'immeuble qui disent que vous ne devez pas accrocher, disons, des décorations dehors ou que vous ne pouvez pas changer la peinture, si le locataire le fait, mais c'est le syndicat qui doit s'assurer que le tout soit remis à sa place parce qu'il y a des règles à suivre au niveau de la déclaration des copropriétés et du règlement de l'immeuble. Également, au niveau administratif, il y a aussi des impacts au niveau du quotidien. Comme vous pouvez le constater, lorsque vous avez des locataires, les communications sont un peu plus difficiles, si on veut. Il peut y avoir plus de communication, la fréquence est plus nombreuse. En cas de plainte, on doit passer par 2-3 personnes avant de se rendre à l'occupant des lieux. Et parfois, il nous arrive même qu'on ne sait pas vraiment c'est qui l'occupant des lieux. Donc, c'est beaucoup de gestion de plus. Et comme votre Bodélis le disait, s'il y a un gestionnaire, on fait travailler le gestionnaire pour régler les problèmes, les demandes et les suivis en ce sens. Aussi, lorsque vous vous trouvez avec des locataires, il y a la vitesse de réaction qui pourrait aussi rentrer en jeu.
Parce que si jamais, habituellement, le copropriétaire est sur les lieux, mais lorsqu'on se retrouve avec les copropriétaires investisseurs, ils peuvent être à Dubaï, en Europe, en Asie, lorsqu'on a besoin, en titre de syndicat, lorsqu'on a besoin de faire affaire avec eux, de nous entretenir avec eux, il y a un décalage de temps qui peut y avoir, il y a des fuseaux horaires qui sont différents et parfois même, il y a des problèmes de langage, de barrière de langue qui peut rentrer en jeu et les gestionnaires ou les administrateurs ne sont peut-être pas en mesure de communiquer adéquatement à travers le copropriétaire pour demander au locataire de faire une chose ou ne pas faire quelque chose. Aussi, Maître Bodiche, je pense que le fait qu'on ait les locataires peut avoir d'autres impacts au niveau d'une copropriété. En fait, on a une augmentation de clientèle, en fait, à desservir dans le cadre de notre immeuble. Alors, imaginez, nous avons un immeuble avec 100 unités, dont la moitié sont louées. Alors, c'est plus 100 copropriétaires, c'est soudainement 150 personnes à qui le syndicat de copropriété va devoir faire des suivis, va recevoir des demandes, va gérer éventuellement des plaintes avec toutes les difficultés que ça peut causer. Donc, on a une augmentation de clientèle, donc une augmentation de travail. On a aussi, de façon générale, l'arrivée de résidents qui sont un petit peu moins intéressés à la vie de la collectivité et à la vie à long terme de la collectivité. Alors, ce n'est pas rare dans les copropriétés, puis on le voit quand on fait des assemblées de copropriétaires, où on remercie tel ou tel copropriétaire qui se sont occupés des plates-bandes durant l'été ou qui ont participé à tel projet d'embellissement. Rarement, les locataires qui sont des résidents de peut-être plus courte durée ne vont s'impliquer dans cette vision à long terme de la copropriété. Donc, moins de vision à long terme, puis on a une copropriété qui perd un petit peu de sa profondeur. On a aussi une clientèle qui va être de facto moins intéressée à s'impliquer dans la vie de la copropriété et dans la vie administrative de la copropriété. Donc, bien souvent, ces locataires-là ne sont pas des potentiels sujets à être administrateurs de la copropriété. Donc, encore là, on perd une certaine relève. Le syndicat va devoir gérer aussi dans ce changement de clientèle-là et dans cette gestion humaine de la copropriété, le locataire, le propriétaire locataire qui, lui, loue son unité, hein, souvent s'en lave un petit peu les mains, mais on a certains copropriétaires locataires qui restent excessivement attachés à leur unité de copropriété, donc ils louent l'unité, mais ils désirent quand même pouvoir bénéficier de certains services de la copropriété, ce qui évidemment ne peut pas être le cas. Alors, quand on loue son unité, on loue également les services ou les utilisations de cette partie commune. Donc, ce n'est pas possible pour un copropriétaire de louer son unité puis en même temps de venir utiliser la terrasse commune ou la piscine et créer donc toute cette augmentation de population et particulièrement en temps de COVID. Donc, impact, somme toute, peu positif, on va le dire, de la présence de ces locataires-là qui vont évidemment amener le syndicat de copropriété à vouloir prendre des mesures. Encore là, et on va traiter tout à l'heure des mesures qui peuvent être prises. Si vous devez retenir une chose de la présentation de cet après-midi, alors moi je dis cet après-midi, puis Métia vous dit ce soir, alors on n'est pas rendu au même stade de notre journée, toutes les deux. Alors, mais si vous devez retenir quelque chose de la formation de cet après-midi, c'est de réagir quand il est encore temps. Alors, si un syndicat décide de prendre des mesures une fois qu'il a une proportion importante de locataires à l'intérieur de son immeuble, on verra tout à l'heure qu'il va être empêché de pouvoir prendre des mesures d'encadrement et des mesures de limitation, puisqu'il y a des votes qui devront être pris. Avant d'aborder les solutions qui ont été envisagées par le passé, parce que les syndicats de copropriété ont été imaginatifs par le passé pour prendre des mesures, on voudrait vous entretenir des types de location. Parce que quand on parle de locataire, on a effectivement le locataire qui a signé un bail qui va être là pour une période d'une année ou plus, mais on a aussi différents types de locataires dans une copropriété.
Tout à fait, Maître Lewis. Alors, je vais vous faire la distinction entre les deux types de locations qu'on peut trouver au sein d'une copropriété. Il y a les locations à long terme. Bien sûr, quand on dit long terme, c'est 1 an et plus, avec un peu de stabilité, mais il y a aussi des locations de très court terme. Ça arrive souvent lorsque les locations durent un peu moins de 3 mois ou de 3 mois et moins. Donc, qu'en est-il des locations à court terme? Lorsqu'on parle des locations à court terme, les effets qu'on peut observer à cet effet, c'est les augmentations de va-et-vient. Souvent, vous voyez des gens à côté de vous qui font peut-être du Airbnb et qui se promènent souvent avec leur bagage. On voit des nouveaux visiteurs constamment, à chaque week-end, à chaque mois, à chaque 2 mois. Donc, c'est un phénomène qu'on ne peut pas vraiment se le cacher. Puis, à titre d'exemple aussi, ou un peu cliché si on veut, lorsque les gens qui louent à Airbnb, qui ont loué, se retrouvent à prendre des clés cachées quelque part et en dessous d'un pot de fleurs, en dessous d'un tapis de porte. C'est des phénomènes qu'on peut observer souvent dans les locations à court terme. Quelles sont les problématiques lorsqu'on se trouve avec des locations à court terme? Bien, on se retrouve avec les gens qui viennent et qui vont, mais qui n'ont pas de baux. Ils ne sont pas nécessairement régis. Souvent, les syndicats ne sont même pas mis au courant des noms des personnes qui sont là et qui doivent contacter si jamais il y a des problèmes qui surviennent au cours de la location. On se retrouve aussi avec des locataires qu'ils sont là pour faire la fête, qui sont là pour s'amuser, invitent des gens, font un peu de grabuge, font des fêtes le soir. Et finalement, on se retrouve avec les gens qui ne respectent pas ou ne respectent pas du tout les déclarations de copropriété. Et on se retrouve dans les cas où le syndicat doit intervenir parce qu'il y a de l'achalandage. Ça dérange les copropriétaires résidents qui vivent juste à côté et parfois même lorsque ça dégrade et ça dégringole, il y a l'intervention des polices qui peut être requis. Aussi, lorsqu'on se présente, on est dans des cas de location à court terme, il y a souvent des politiques d'affichage qui ne sont pas respectées parce qu'au niveau des déclarations, souvent, on limite qu'est-ce qu'on peut afficher dehors, sur le balcon, sur l'enveloppe extérieure pour des fins d'uniformité de l'immeuble. Donc, on se retrouve avec des petites affiches par-ci, par-là, qui peuvent compromettre justement la valeur et la beauté extérieure de l'immeuble de dehors. Donc, face à la location à court terme, le conseil d'administration se trouve à être beaucoup plus actif pour réagir aux plaintes, réagir aux demandes et peuvent demander des interventions des professionnels pour des cas où ça dégringole rapidement. On peut penser aux avocats, on peut penser aux policiers et on peut même penser aux gardiens de sécurité en bas qui sont fortement sollicités en cas de location à court terme. Mais qu'en est-il de la location à long terme? Quand on parle de location à long terme, on pense souvent à des baux de 1 an et plus. Évidemment, c'est vraiment mieux au sein de la copropriété parce qu'il y a moins de... On se retrouve avec les gens une plus grande stabilité au niveau des gens qui sont présents. Et on se retrouve également avec des gens qui sont plus soucieux d'y vivre et donc qui ont plus tendance à respecter les barèmes et les règlements de l'immeuble qui sont imposés. Et il y a plus de chances également pour le syndicat d'être mis au courant des nouveaux locataires, des venus, que si vous vous retrouvez avec une situation de location à court terme. Par contre, lorsque vous vous trouvez avec une location à long terme, ça ne pallie pas nécessairement au problème de sous-location. Qu'est-ce que la sous-location? La sous-location, c'est lorsqu'un locataire décide de sous-louer son logement au prix qu'il souhaite. En fait, souvent, c'est le même prix qu'il paye parce qu'il est pour une raison X, il ne peut pas être présent sur les lieux. Il a signé avec le copropriétaire, mais il doit partir étudier en France, par exemple, ou voyage d'affaires. Donc là, on se retrouve avec une sous-location. Puis là, avec la sous-location, il y a d'autres questions qui vont se poser sans ouvrir la porte nécessairement. Puis, je veux juste vous les présenter pour que vous soyez conscients. Mais lorsqu'on se retrouve avec la sous-location, qu'est-ce qu'on fait si jamais le syndicat ne connaît pas l'identité de la personne à qui on a sous-loué le logement? Qu'est-ce qu'on fait également lorsque la personne qui a sous-loué ne connaît pas les règlements de l'immeuble? Qu'est-ce qu'on fait en cas d'incident? À qui revient la responsabilité? Est-ce que c'est le copropriétaire qui doit payer lorsqu'il y a un dégât d'eau? Est-ce que c'est le locataire de qui le sous-locataire a sous-loué? Ou est-ce que c'est le syndicat qui doit payer? Donc, c'est des règles et des questions qu'on doit avoir en tête lorsqu'on se retrouve avec la sous-location. Et
vous devez savoir que la sous-location est un mécanisme ou un régime légal un peu distinct parce que le copropriétaire locataire n'a pas vraiment d'autre chose à dire que consentir. En fait, autrement dit, lorsque votre locataire, par exemple, souhaite le sous-louer, à titre de locataire, propriétaire, vous ne pouvez pas refuser à moins de motifs sérieux. Donc, si vous avez un motif sérieux, vous pouvez empêcher la sous-location, mais autrement, le droit de sous-louer est un petit peu inhérent au locataire qui jouit en fait de la présence de l'immeuble. Donc, pas des risques, mais c'est des points que vous devez prendre en considération dans tout ce mécanisme-là et toute la location, la question de la location en tant que telle. Maintenant, Maître, qu'est-ce qu'on peut penser à titre de solution pour pallier à tout ça? En fait, les syndicats ont été assez imaginatifs dans le courant des dernières années pour contrer cette problématique d'accroissement de locataires. Alors, premier réflexe que les syndicats ont eu, c'est interdire toute forme de location. Donc, on a passé des règlements, on en a discuté aux assemblées et on a tenté de dire, bien, écoutez, chez nous, il n'y aura pas de location, c'est interdit. Bon, cette option n'est pas à considérer. La location fait partie du droit de propriété et on ne peut pas, même par règlement, même par amendement de la déclaration de copropriété, même par vote unanime de tout le monde, empêcher la location des unités privatives. Donc, bien que ce soit un remède efficace parce qu'il est complètement radical, ce n'est pas quelque chose qui fonctionnait et qui fonctionne aujourd'hui. Deuxième tentative des syndicats de copropriété, ça a été de tenter de limiter le nombre ou la proportion de locataires. Alors, il y a eu un moment où on voyait des règlements qui nous disaient, écoutez, seulement X nombre d'unités pourront être mises en location en même temps ou seulement tel pourcentage des unités pourront être mises en location. Alors, ces règlements-là venaient avec toutes sortes de subterfuges, par exemple, premier arrivé, premier servi, ou au début de l'année, on faisait des piges dans un chapeau là, pour savoir quelles unités allaient pouvoir bénéficier de ce droit-là. Alors, ce type de réglementation-là a été testé devant les tribunaux. Donc, une copropriété où on avait adopté ce type de règlement, on avait des copropriétaires qui le contestaient en disant, écoutez, le fait que vous limitiez le nombre d'unités veut dire que certaines unités ne pourront pas bénéficier de leurs droits inhérents de louer et donc on conteste ces décisions. La Cour supérieure a d'abord donné raison aux syndicats de copropriété, causant un certain émoi dans le monde de la copropriété, puisqu'effectivement, ça nous semblait être en légère contradiction avec le droit de propriété. Par contre, la Cour d'appel, dans un jugement récent, et je réfère à tous ceux qui n'ont pas vu la revue de l'année, là où on a discuté de ce jugement-là. Je pense que la revue de l'année, on peut encore la voir sur notre site Internet également. Donc, dans un jugement de la Cour d'appel est venue rectifier le tir et nous dire, écoutez, non, ce n'est pas possible. Donc, limiter le nombre d'unités en location ou le pourcentage, ce n'est pas non plus une option qui est ouverte et qui est faisable. Bon, vous allez dire que je suis très négative cet après-midi. Je suis en train de vous dire qu'il n'y a plus rien à faire. Non, il reste quand même des choses à faire. Alors, les copropriétés ont par la suite, dans le suivi d'un autre jugement très populaire avec l'actrice américaine, on a tenté donc d'imposer des durées minimales de location. Alors, le droit de louer, d'accord, vous avez le droit de louer, mais vous ne pouvez pas louer pour n'importe quelle durée. Alors, ces règlements-là sont, quant à eux, tout à fait valides. Donc, il est tout à fait possible pour un syndicat de copropriété d'interdire ou d'imposer une durée minimale de location. Alors, de dire, écoutez, chez nous, c'est 1 an minimum. Il s'agit d'un règlement, donc proposé à une assemblée de copropriétaires dûment convoquée avec le projet de règlement et un vote à la simple majorité des voix sans autre formalité. Donc, ce type de règlement-là existe, est en vigueur et peut toujours être utilisé en date d'aujourd'hui.
d'autres tentatives. Oui, on en trouve bien d'autres. Alors, face à cette situation-là, les syndicats se trouvent à être innovateurs et ingénieux et il y en a même qui ont tenté d'imposer au sein d'un règlement de l'immeuble une obligation à ce que tout nouveau bail qui soit conclu ainsi que les sous-locations soient assujettis à l'approbation du conseil d'administration. Donc, autrement dit, le CA devra passer à travers tous les bails pour approuver ou ne pas approuver à ce qu'un copropriétaire puisse louer. La Cour supérieure est venue dire que cette façon de faire n'est pas valide. Elle est venue annuler ce règlement qui demande l'assentiment du syndicat avant de louer parce qu'il considère que le droit de location est un droit inhérent au droit de propriété d'une personne. Par contre, vous devez savoir tout de même que même si l'assentiment d'un copropriétaire, d'un conseil d'administration n'est pas nécessairement souhaité, il y a quand même des règles et des principes à respecter. Donc, si vous êtes au sein d'une copropriété à caractère, disons, résidentiel, ça ne veut pas nécessairement dire que vous pouvez tout faire. Oui, vous pouvez louer, mais disons, parlons, en fait, le tribunal a déterminé que ceux et celles qui auraient utilisé leur unité à titre de pratique une psychologue en question avait utilisé son unité pour accueillir des clients, ça, c'était pas acceptable au niveau de la cour. Aussi, par rapport à la destination de l'immeuble, même si vous pouvez louer, ça ne veut pas dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, dans le sens que vous ne pouvez pas non plus avoir une garderie, par exemple, chez vous, comme vous voulez, que vous soyez travailleur social, travailleur indépendant ou employé. Même chose, si jamais vous exercez, disons, le métier de couturière et vous faites beaucoup de bruit au sein de votre unité, la Cour a déterminé que ça aussi, ça venait brimer la destination de l'immeuble. Donc, vous devez savoir que oui, il y a des modalités, oui, le droit de location est permis, il y a des modalités qui sont acceptables et encadrables, mais ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire nécessairement. Et aussi, au niveau du syndicat, il s'est arrivé que certains syndicats demandent à ce que les nouveaux locataires passent en fait, les nouveaux locataires passent une enquête de crédit. Enquête de crédit pour savoir s'il est solvable et ou si c'est un criminel parce qu'il y aurait eu des grabuges à l'intérieur de l'immeuble. Donc ça, non plus, le tribunal a considéré que ce n'est pas permis. À titre de syndicat, vous ne pouvez pas requérir qu'un locataire vous fournisse son antécédent judiciaire ni son dossier de solvabilité ou de dette. C'est pas conforme aux chartes des droits de l'homme, des droits de la personne québécoise et canadienne, et ainsi ça porte atteinte à la vie privée selon le Code civil du Québec. Alors, maintenant qu'on a dit toute l'ingéniosité du syndicat au fil des années, qu'est-ce qu'on peut faire, Mme Bodéus, pour vraiment encadrer la location? C'est quand même possible de faire certaines choses et je vous le rappelle, il faut le faire avant que vous ayez une proportion importante de locataires dans l'immeuble parce que si vous attendez qu'il y ait une majorité de copropriétés qui sont en location dans votre immeuble pour tenter de passer un encadrement légal ou de la réglementation, ça ne pourra pas se faire parce que vos copropriétaires locataires ne seront pas toujours enclins à voter en faveur de règles qui restreignent ou qui encadrent leurs droits. Alors, la seule option que vous avez en tant que syndicat de copropriété, c'est de procéder à un encadrement légal. Si on ne va pas vers un encadrement légal, on est dans les autres options qui s'ouvrent à nous, ça va être de contester, de tenter de prendre des procédures contre le propriétaire qui loue ou contre le locataire pour l'évincer. Donc, c'est vraiment dans les cas où on a un problème de locataire, un problème particularisé avec une unité louée. Ou sinon, la seule option, c'est l'encadrement. Et l'encadrement, ça se fait même avant l'arrivée du locataire. Alors, on parle à toutes vos règles concernant les affichages dans la copropriété. Alors, on a tous dans nos copropriétés des règles plus ou moins désuètes concernant l'affichage en copropriété. Et elles devraient être revues en matière de location. Comment je vais pouvoir
inscrire ou afficher ou publiciser que mon unité est en location? Est-ce qu'en tant que syndicat, je permets l'affichage de pancartes à louer sur les balcons, dans la fenêtre, sur le babillard d'entrée, sur la porte d'entrée? Tout ça, ce sont des points à légiférer qui peuvent être faits par un simple règlement. Restreindre le droit d'afficher publiquement sur les parties communes ou à l'extérieur de la partie privative les unités à louer, c'est un élément qui est en fait décourageant pour le propriétaire locataire et qui ne favorisera pas forcément les propriétaires investisseurs chez vous. Parce que l'objectif en arrière de cette réglementation-là, c'est plutôt de décourager aussi les investissements par des copropriétaires qui iront probablement chez un voisin qui a moins de règles, moins d'encadrement, moins de frais. Alors, une fois qu'on a encadré avant la location, qu'est-ce qu'on fait une fois que la location est permise? En fait, lorsque vous vous retrouvez avec des locataires, ce serait l'idéal au sein de votre copropriété d'établir des règles. Donc, s'ils ne sont pas à jour, comme Maître Modeste le disait, s'il est temps de les mettre à jour et, par exemple, de légiférer pour encadrer la pratique. Par exemple, demander au copropriétaire de fournir le bail à chaque fois qu'elle est louée, à chaque fois que son logement est loué, ainsi que les avis de reconduction et de modification pour que le syndicat soit au courant de ce qui se passe. Demander à ce que le copropriétaire fournisse les noms et les coordonnées du locataire pour qu'on puisse le contacter en cas d'urgence et préférablement avoir également une note, en fait, un règlement pour que soit remis une attestation que le locataire a bien reçu les règlements de l'immeuble et qui s'engage à les respecter parce que ça a beaucoup d'impact au niveau de la vie en copropriété. Autre directive, règle à adopter, les fameuses cautions. Les cautions sont la bête noire des copropriétaires locataires et vont exiger de celui-ci qu'il verse à chaque nouveau bail ou chaque renouvellement de bail, dépendamment comment votre règle elle est faite, des cautions qui vont garantir ses obligations à titre de propriétaire responsable de ce locataire pour toute la durée de location. Un règlement concernant les cautions va aussi prévoir de façon spécifique comment le syndicat va pouvoir se servir de ces sommes qu'il détient en caution, quand est-ce qu'il va le faire et quand est-ce qu'il va remettre ces sommes-là aux propriétaires locataires. Donc, il faut que ces règles-là soient complètes en elles-mêmes pour qu'elles puissent être efficaces. Alors, les cautions peuvent être de toutes sortes de prix et peuvent couvrir toutes sortes de choses. Alors, elles peuvent couvrir les dommages. Alors, ça, c'est la première des hypothèses. Donc, on a un locataire qui emménage, il écorche au passage absolument tous les murs, il casse le luminaire de l'ascenseur et il y a un déversement de je ne sais quoi sur les tapis de son étage. On va se servir à même ces sommes-là. Mais elles pourraient aussi être envisagées pour cautionner le comportement du locataire tout au long de sa vie dans la copropriété. Alors si, et on va le voir tout à l'heure, si le syndicat s'est doté de clauses pénales, donc des clauses de sanctions monétaires, lorsqu'il y aura défaut du locataire de se conformer, pourra à ce moment-là à même se servir de ces sommes de caution si et seulement si le pouvoir là, de donner ces sanctions-là a bel et bien été prévu lorsque vous l'avez rédigé et que vous l'avez fait adopter par votre assemblée de copropriétaires. Dans la même lignée d'adoption du nouveau règlement, on pourrait aussi prévoir un règlement à l'interne qui impose qui impose des frais relativement aux frais supplémentaires de gestion qui sont créés. Parce qu'à chaque nouveau déménagement, on peut demander à des compagnies de gestion, compagnies de conciergerie, d'ascenseurs, de bloquer les ascenseurs. Donc, tous les frais administratifs que pourraient être générés suivant la location, par exemple la mise à jour des registres, le fait de requérir comme on disait tout à l'heure, les couvertures d'assurance, etc. C'est des frais qui sont inhérents à la location. Donc, au sein même de votre copropriété, vous pouvez avoir un règlement qui encadre bien ce montant-là et qui demande un montant pour pallier aux frais
administratifs et les surprimes qui pourraient être générées suivant la location. Par contre, vous devez savoir que si vous faites cela, il doit y avoir un frais très bien déterminé avec, qui sous-tend en fait l'utilisation et pourquoi ce frais est chargé au copropriétaire qui décide de louer. Vous ne pouvez pas décider de mettre 100 $ pour un, 200 $ pour l'autre, 300 pour celui-là parce que c'est sa troisième location de l'année. Alors, il faut faire bien attention lorsque vous allez rédiger ces règlements-là de user de précision, de concision et de clarté dans tout ça pour que les copropriétaires sachent à quoi ils s'entendent lorsqu'ils font louer leur unité. Puis, il y a une distinction à faire entre la caution dont je viens de vous parler, qui est un frais qui pourrait être remboursable au copropriétaire locataire, si jamais il a trouvé un locataire extraordinaire, une perle, du frais supplémentaire, la somme forfaitaire là, qui va être requise du propriétaire pour le simple fait de louer son unité. Donc, le syndicat va établir combien ça lui coûte gérer ce locataire-là, la vie d'un locataire en général, et va imposer cette somme-là payable par le copropriétaire locataire. Donc, ce sont deux montants qui ne visent pas la même chose, mais ce deuxième montant dont Maître Serre vient de vous parler, il n'est pas remboursable. Il est payable par le copropriétaire. Alors, tout ça, encore là, dans l'objectif que la personne qui achète chez vous pour louer se dise ouais, « c'est peut-être pas finalement un si bon placement pour moi à cause des frais que ça pourrait éventuellement me causer et je vais peut-être aller acheter dans un syndicat plus désorganisé où je n'ai pas tous ces frais-là et où là, je peux percevoir mon loyer sans aucune crainte. » C'est bien beau adopter tous ces règlements-là. Il faut aussi vous doter de clauses pénales. Alors, les clauses pénales, je vous le rappelle, sont les dents de vos règles que vous adoptez à la copropriété. Alors, vous adoptez des règles, c'est bien beau, mais si elles ne sont pas respectées, il faut qu'il vous soit permis de sanctionner le non-respect de ces règles-là. Et qui vous allez sanctionner? Pas le locataire, vous allez sanctionner le propriétaire qui loue. Alors, son locataire ne respecte pas les règles, c'est le propriétaire qui loue, qui doit payer les montants qui sont dus par le comportement de son locataire. Et j'en reviens avec les fameuses cautions. Donc, si vous vous êtes doté de règles de caution et si vous vous êtes doté de règles concernant les clauses pénales, vous pouvez faire arrimer les deux pour pouvoir vous servir à même le dépôt, la caution, des sommes qui seront imposées à titre de pénalité. Ça nous amène à parler en fait de la solution curative. Qu'est-ce qu'on fait? On a des règles ou on n'en a pas, mais on a un propriétaire ou un locataire problématique qui est chez nous. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas mille et une solutions. Il y a des mécanismes légaux qui sont permis. Alors, si vous êtes face à un locataire qui est dérangeant, fatigant et qui ne respecte pas, malgré les avis, les règlements de l'immeuble, qui fait du grabuge, fait du bruit, etc., mais vous pouvez toujours avoir recours à un tribunal qui s'appelle le tribunal administratif du logement. C'est eux, le tribunal, qui régit tous les recours qui ont rapport avec le bail et à titre de copropriétaire, lorsque vous êtes face à un locataire récalcitrant qui ne veut pas respecter les obligations du syndicat et de la copropriété, vous pouvez avoir recours au tribunal administratif du logement pour demander des dommages, mais également l'évincer, demander la résiliation du bail pour les troubles et les inconvénients que vous subissez. Est-ce que c'est la seule solution possible dans ce cas-là? Il y a aussi la solution du propriétaire locataire qui, lui, reste en tout temps responsable des agissements de son locataire. Alors, il ne peut pas tout simplement louer son unité et puis domper le problème au syndicat de copropriété. Alors, ultimement, le propriétaire reste responsable de tous les frais que ça peut avoir encouru, donc les frais administratifs, les cautions, les pénalités, etc. Tout ça est exigible du copropriétaire locataire. Donc, ultimement, on peut toujours entreprendre des procédures contre ce copropriétaire locataire-là en remboursement des sommes encourues, en paiement des sommes qu'il doit et éventuellement jusqu'à aller à faire vendre son unité de copropriété si jamais il ne respecte pas les différentes ordonnances de la Cour. Assez drastique comme mesure, hein? Assez drastique,
peu de dossiers suivent ce chemin-là, mais ce sont les règles ce sont les possibilités qui s'offrent aux syndicats de copropriété qui sont pris avec des locations problématiques. Alors, ça complète ce qu'on avait à vous dire sur les moyens d'encadrer, les solutions qui s'offrent aux syndicats de copropriété. On va pouvoir prendre les questions sans problème à ce stade-ci. S'il y en a. Ok, oui, il y en a. Ok, oui. On est là. Alors, peut-être vous préciser que si jamais on n'est pas capable de répondre à toutes les questions, là, pour une question de temps, là, vous pouvez aller sur notre site. Vous pouvez prendre un rendez-vous gratuit pour une consultation un à un là, avec un membre de notre équipe pour poser vos questions. C'est entièrement gratuit. Alors, si jamais vous restez sur votre faim cet après-midi, ça va nous faire plaisir. Alors, j'ai une première question écrite de Louis Levasseur qui demande « Lorsque les règlements de la copropriété ne sont pas suivis, les clauses pénales s'appliquent aux copropriétaires ou aux locataires ?» Alors, aux copropriétaires, il ne s'applique qu'aux copropriétaires. Vous n'avez pas le droit d'exiger des frais à votre locataire. Donc, c'est le copropriétaire qui en est responsable. Et rappelez-vous, le locataire en tant que tel est un tiers au niveau de votre immeuble. Donc, tout ce que vous pouvez charger, c'est nécessairement au copropriétaire. Alors, prochaine question. Je veux juste vous rappeler également que si jamais vous voulez poser vos questions à l'oral, vous avez tout simplement à cliquer sur le bouton « Lever la main » qui est en bas de l'écran et comme ça, je pourrai débloquer votre micro. Alors, le syndicat a-t-il le droit d'exiger un bail ou un renouvellement après 5 ans qu'un locataire réside? Si oui, quels renseignements conserver confidentiels? Alors, peut-être tu peux répondre parce que ça faisait partie de ta présentation. Alors, pour être sûr peut-être de comprendre, là, ça fait déjà 5 ans que le locataire est sur place ou je ne suis pas trop sûre d'avoir compris l'histoire du 5 ans. Je vais répéter la question. Le syndicat a-t-il le droit d'exiger un bail ou un renouvellement après 5 ans qu'un locataire réside? Donc, il est déjà là depuis 5 ans. Alors, s'il a des règlements à cet égard-là, il pourra l'exiger lors du renouvellement. C'est ça. Il faut faire attention. Si vous n'avez pas de règlement à cet effet-là, c'est peut-être le moment opportun d'en créer un pour que chaque copropriétaire remette les copies de chaque renouvellement et chaque modification de bail au syndicat et pour qu'il conserve au registre. J'en profite de la question qui nous est posée pour parler de l'assurance aussi, de l'assurance propriétaire locateur et assurance locataire. Si vous avez des règlements, vous pouvez exiger la copie, les preuves de ces assurances-là également. Tout à fait. Puis, peut-être sur l'angle de la confidentialité, si jamais vous avez un règlement pour fournir les couvertures d'assurance, l'idée, ce n'est pas nécessairement de fournir l'ensemble de la couverture du contrat qui fait 75 pages, mais si vous êtes si les copropriétaires sont en mesure de fournir la première page avec le numéro de la police, avec l'affirmation que la police d'assurance est bien valide, ça pourrait suffire au niveau du syndicat pour considérer qu'il y a une couverture. Prochaine question d'Anne Denicourt-Fauvel. Quelle est la proportion, donc le nombre de locations par le nombre total d'unités, qui change le statut d'une copropriété auprès des assureurs? Ça dépend de votre assureur, en fait. Alors, ça, ce sont des règles internes qui sont faites par les assureurs et ça dépend de votre assureur et de votre police. Alors, je ne peux pas vous donner un chiffre exact. Vous pouvez les appeler, ils vont peut-être pouvoir vous le dire. Alors, je pense que c'était une réaction à un moment donné pendant la présentation. Oui, maître Bodéus, mais si tout le monde essaie de louer. Donc, la question étant, si le copropriétaire n'interdit pas la sous-location à ses locataires. Ouais. Alors ça, je vous avoue que, je me permets de répondre à la question, là, mais
c'est un problème, la sous-location. On a beau essayer de la retourner. Alors, il faut comprendre que la sous-location, c'est un droit du locataire. Donc, un locataire a le droit de sous-louer. Ce n'est pas possible d'interdire à notre locataire de sous-louer son bail, son unité. Et le syndicat, il n'y a pas grand-chose à faire à ça. Donc, le syndicat ne peut pas interdire une sous-location. Il va pouvoir intervenir si il y a une succession de sous-locations qui fait qu'en fait, on essaye de contourner ces règles. Par exemple, on a un locataire qui est là pour 12 mois et lui, il sous-loue là, toutes les 2 semaines pour faire de la location à court terme. On va pouvoir intervenir en disant, écoutez, c'est une façon détournée de ne pas respecter nos règlements, c'est illégal, c'est une espèce c'est une fraude de nos règlements, mais le droit de sous-location, c'est un droit qui existe et pour lequel le syndicat ne peut pas légiférer outre ce que je viens de vous dire. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question. Vous savez que les locataires sont très bien protégés au Québec et le syndicat ne va pas pouvoir aller légiférer sur la question spécifique de la sous-location. Évidemment, sous-location, il ne peut pas sous-louer plus de droits qu'il en a. Là. C'est ça. Mais il va pouvoir sous-louer dans le cadre de son bail à lui. Peut-être une chose qu'on peut vous donner comme conseil à titre du syndicat, c'est rester vigilant. Si vous voyez que la location se fait et que ça sous-loue par intermittence régulier, bien là, ce sera pas le temps de réagir et de régler le problème à la source une fois que vous avez constaté le problème. Parfait. Question de Céline Thibault. Si un locataire loue une chambre en sous-location, ce dernier a-t-il l'obligation de contracter une assurance responsabilité? Alors, tu vas répondre. Alors, si un locataire sous-loue, en fait… Sous-loue une chambre. Sous-loue une chambre. Est-ce qu'il y a l'obligation de contracter? Est-ce que ce dernier a-t-il l'obligation de contracter une assurance responsabilité? Mais on y revient à la déclaration de copropriété et les règlements qui les régissent. Si jamais vous avez un règlement qui demande à ce qu'un locataire ait une responsabilité d'assurance contre les tiers et responsabilité civile à cet effet, bien entendu. Mais si vous n'avez pas nécessairement un règlement, c'est peut-être le temps d'en créer un pour pouvoir exiger d'avoir toutes les personnes qui soient assurées au sein même d'une copropriété. Il y a aussi peut-être l'aspect qu'il faut voir de la location de chambre. Alors, règle générale, dans vos déclarations de copropriété, la location de chambre est interdite. Alors, ça fait partie des clauses qui sont générales. Donc, si c'est interdit pour un propriétaire, c'est également interdit pour un locataire. Alors, il n'y a pas plus de droits que le propriétaire. Donc, sous-louer une partie de l'unité, ça ne sera pas plus permis que de louer une partie de l'unité. Alors, il faut encore là regarder comme il faut dans votre réglementation si la situation en question elle est permise ou non. Ensuite, question de Madame Diane Gagnon. Pouvons-nous demander aux locataires d'assumer la prime d'assurance supplémentaire occasionnée par la location et chargée au syndicat? Oui, et oui, et ça c'est évident. Alors, vous allez, alors pour ce faire, vous allez dans un premier temps obtenir la confirmation de votre assureur que la surprime est due seulement au fait de la présence d'un nombre X ou d'un nombre élevé d'unités en location. Ça, c'est la première des choses. Alors, c'est une lettre là, que l'assureur va vous envoyer. Une fois que vous avez cette preuve-là, vous allez effectivement facturer chacun des copropriétaires qui louent et vous allez pouvoir leur exiger le montant de cette surprime. Prochaine question de spectateur anonyme. Est-ce que le statut d'un occupant, entre parenthèses, qui verse une forme de loyer, est le même que celui d'un locataire? Alors, la question des occupants, c'est aussi, je pense que ça pourrait faire l'objet d'un speed condo à lui tout seul. L'occupant, il a un drôle de statut en matière de copropriété, donc il n'est pas propriétaire,
il n'est pas locataire, puis il n'est pas non plus visiteur, là, comme on l'entend au sens normal du terme. Ceci dit, dans beaucoup de déclarations de copropriété, les règles qui touchent la location vont souvent englober ce qu'on appelle toutes les occupations, les permissions d'occupation. C'est souvent comme ça que c'est libellé. Donc, on associe tous les gens qui ont le droit de rester dans une copropriété parce qu'ils ont l'autorisation du propriétaire à des locataires aux fins de l'application de tous vos règlements. Donc, vous devriez avoir, si votre déclaration, elle a déjà quelques années, parce que ce sont des clauses qui commencent à dater, vous devriez avoir ces clauses-là. D'habitude, elles se retrouvent à la fin de la partie 1 de votre déclaration de copropriété. Donc, sommairement, ça vient nous dire que toutes les règles concernant la location vont s'appliquer aux permissions d'occuper une unité privative. Donc, on va englober le résident, le visiteur, le nouveau chum, etc. Donc, tout ça va être inclus dans cette notion de locataire pour pouvoir les rattacher au respect de la réglementation. Tout à fait. Donc, les occupants en tant que tels, même s'ils n'ont pas signé un bail nécessairement, doivent veiller au respect de toutes les règles qui sont en vigueur au sein de même de votre copropriété. Et il faudrait aussi, j'en profite pour, si vous faites une mise à jour de vos règlements, quand vous faites des mises à jour de règlements, quand vous rédigez de nouveaux règlements, faites attention aux termes que vous utilisez et à la définition des termes. Alors, bien souvent, on a des règlements en copropriété où on voit les termes résident, occupant, visiteur, mais nulle part dans vos règlements, on vient définir c'est qui ces personnes-là. Donc, souvent, quand on arrive pour appliquer ces règlements-là, on a de la difficulté parce qu'on n'a pas de définition. C'est qui un visiteur? Est-ce que la blonde ou le chum de quelqu'un qui vient toutes les fins de semaine, est-ce que c'est un visiteur? Est-ce que c'est un résident temporaire? On ne le sait pas. Donc, on ne sait pas comment on va venir le rattacher à votre réglementation. Alors, de grâce, si vous rédigez des règlements et que vous utilisez des expressions ou des mots, faites sûr qu'en quelque part dans vos règlements, vous avez une définition de ces mots utilisés. Parfait. Donc, pour la prochaine question, je vais donner la parole à Rosemarie de Souza, si elle est encore parmi nous. Vous pouvez poser votre question. Il faudra juste activer votre micro. La seule personne qui voulait nous parler. Il y en a une deuxième. Bon, en attendant, je vais passer à la prochaine personne qui a demandé à parler, donc Michel Dion. Vous pouvez parler. Non? On va essayer avec Anne Denicourt. Oh, est-ce que là, ça fonctionne? Oui, ça fonctionne, on vous entend. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Allô? Oui, on vous entend. Oui, génial. Bonjour, merci beaucoup. J'ai une question. Je voulais savoir, est-ce que c'est permis à un copropriétaire de limiter le droit de son locataire, par exemple, pas le droit d'animaux, alors que dans le règlement de l'immeuble, c'est autorisé, puis peut-être même d'autres locataires qui ont une entente avec d'autres copropriétaires, eux, ils ont le droit d'avoir un animal? Alors, la réponse est oui. Alors, le propriétaire qui loue peut imposer des règles qui sont plus restrictives que celles du syndicat de copropriété. Donc, il peut dire, bien, chez moi, dans ma propriété, je ne désire pas d'animaux. Par contre, il ne pourrait pas faire le contraire, c'est-à-dire le syndicat interdit les animaux, il ne pourrait pas lui dire, ben moi je les permets dans le cadre de mon bail. Merci beaucoup. De rien. Alors, je pense que Michel Dion a réactivé son micro pendant un moment. Donc, je vais vous redonner la parole si vous pouvez activer le micro. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai une question concernant les mises à jour des règlements.
avez-vous des clauses disponibles pour la caution et montant forfaitaire qui sont déjà écrits et que je puisse consulter de mon côté? Alors ça serait le rêve d'avoir ces clauses-là standards. Malheureusement, ce genre de clauses-là doivent absolument s'adapter au type d'immeuble que vous avez, aux services qui sont requis et à la constitution de vos parties communes. Par exemple, je réfléchis à voix haute avec vous, là, surtout quand on va vous dire comment on va pouvoir utiliser cette caution-là. Alors, cette caution-là, elle va pouvoir utiliser en cas de dommage dans les parties communes. Il faut les définir. Est-ce que vous avez des ascenseurs? Est-ce que vous avez des étages? Est-ce que vous avez ci? Est-ce que vous avez ça? Donc, pour répondre à votre question générale, nous, on vous dit, voilà ce que vous devriez faire, mais on n'a pas de clause standard et je vous prie d'éviter le genre de clause standard parce qu'elles vont à un moment donné ou à un autre arriver vers un blocage quand vous allez vouloir les exécuter. Alors, malheureusement, je n'ai pas de clause standard à vous proposer. Merci beaucoup. Alors, je vais revenir un petit peu aux questions qui avaient été écrites dans le chat. Question de André. Pouvons-nous faire un règlement pour interdire des locataires d'être sur un CA? Ah, tout à fait. Tout à fait. Alors, les conditions pour être administrateur, donc pour être sur le CA, font partie de vos règlements d'immeuble. Donc, elles peuvent être modifiées chaque année, si vous voulez, par l'Assemblée des copropriétaires. Ce sont des règlements adoptés à la simple majorité. Donc, vous pourriez très bien convenir que pour être administrateur chez vous, il faut que vous soyez propriétaire. Donc, évitant ici les locataires de facto. Faites attention, encore là, quand vous rédigez vos règlements, quand vous rédigez, il faut être copropriétaire, vous comprenez que le conjoint ou la conjointe d'un copropriétaire, qui peut-être est tout aussi intéressé et serait tout aussi bon à être administrateur parce que c'est une décision de couple, qu'il y en a un des deux qui soit copropriétaire, par exemple, vous la mettez aussi de côté. Alors, il faut faire attention quand vous adoptez des règles de peut-être spécifier qui vous voulez exactement éviter. Mais interdire qu'un locataire soit sur le CA, c'est possible. Prochaine question de Nathalie Trépanier. Comment détermine-t-on un taux raisonnable pour compenser le temps et l'énergie consentis par le syndicat quand un locataire ne respecte pas les règles et que des avis ont été émis? Alors ça, c'est une super question. Et ça va dépendre beaucoup du cas à cas. Alors, les frais raisonnables dans une situation vont être différentes des frais raisonnables dans une autre situation. Donc, vous êtes pris avec un locataire auquel vous allez faire une lettre, vous allez le rencontrer, puis il va se conformer, c'est une chose. Vous êtes pris avec un locataire où vous allez devoir faire tout un processus judiciaire, aller jusqu'au tribunal administratif du logement pour l'évincer. Puis après ça, l'évincer par un huissier, faire ses boîtes, bon, etc. Le frais n'est pas pareil. Alors, il y a une façon de s'en sortir, c'est l'application d'un taux horaire, en fait, de dire pour toutes les gestions qui sortent de la gestion ordinaire, et c'est le cas, par exemple, de la gestion d'un locataire difficile, bien, on va ouvrir un espèce de sous-dossier, puis on va mettre le temps effectif qu'on passe dans ce dossier-là. Donc, vous aurez à la fin, effectivement, quelque chose qui est raisonnable par rapport au travail qui a été effectué. Je pense que tu as d'autres options. Non, tout à fait raisonnable et proportionnel avec le temps qui a été appliqué et les ressources qui ont été mises pour gérer la problématique. Donc, prochaine question de Nancy Verville. Pour ajouter une clause pénale, faut-il modifier la déclaration via un notaire? Combien cela peut-il coûter? Alors, les clauses pénales ont subi toutes sortes de modifications dans le courant des années. Alors, au départ, on nous disait que ça prend une modification effectivement de la déclaration de copropriété, un vote aux 3/4 des voix de l'Assemblée des copropriétaires et la réception chez un notaire pour l'acte d'amendement. Par la suite, il y a eu une ouverture des tribunaux à passer ces clauses pénales-là par règlement. Donc, tout le monde s'est un peu empressé à le faire. On avait une ouverture qui a été complètement fermée en janvier 2020
par la fameuse loi 28. Là. On parle tout de la loi 16, mais c'est en fait la loi 28, projet de loi 16, qui est venu nous dire qu'effectivement, il s'agissait d'une modification à la déclaration de copropriété. Donc, on revient au point de départ. Modification de la déclaration de copropriété, vote à l'Assemblée de copropriétaires, c'est un vote sous 1097 du Code civil du Québec. 1097 qui lui aussi a été modifié, je vous le rappelle, en janvier 2020. C'est maintenant, ça nécessitera un vote des 3/4 des voix présentes ou représentées à l'Assemblée et non plus de l'ensemble de la copropriété. Et par la suite, effectivement, rédaction et réception de l'acte par un notaire. Alors, on parle probablement d'un budget là, de 1500, 2000 $ en honoraires de notaire pour faire ce type d'exercice-là. Peut-être un conseil qu'on peut donner, c'est si vous avez à publier des règlements ou des clauses pénales qui ont été adoptées, adoptez-en quelques-uns d'un coup en assemblée, comme ça vous pouvez toutes les publier d'un coup sur le registre foncier, ça va être plus proportionnel et efficace. Puis peut-être aussi pour faire une proportion, là, parce que les syndicats de copropriété voient toujours cette étape-là un petit peu difficilement en disant « oh, mais ça coûte cher, donc on va peut-être laisser faire ». Je vais vous dire, quand vous vous enlisez dans une problématique, que vous devez recourir à des avocats, que le dossier est litigieux, votre 2000 $ que vous avez investi pour modifier votre déclaration de copropriété, il prend tout son sens. Parce que la clause pénale, elle est souvent accompagnée, quand elle est bien rédigée, d'une clause qui impute aussi au fautif le remboursement des frais d'avocat. Alors, inutile de vous le dire, puis on prêche contre notre paroisse, que votre petit 2000 d'investissement là, pour modifier votre déclaration de copropriété, lorsque vous vous mettez à être dans un dossier de litige, bien, il est facilement remboursable et très rentable. Très rentable, c'est ça, c'est le mot que je cherche. Et si je peux me permettre, pour ajouter une petite information, depuis, je dirais, quelques semaines, on a ajouté ce service-là sur le site de DJC. Donc, vous pouvez le retrouver dans services offerts en copropriété et déclaration de copropriété. Donc, il y a plusieurs amendements que vous pouvez y retrouver, dont l'ajout d'une clause pénale. Donc, vous pouvez aller vous renseigner sur la page. J'espère que je ne me suis pas trompée dans les montants. Alors, on doit afficher des montants ici. J'espère que je ne me suis pas trompée. Donc, on va aller à la prochaine question. Le syndicat a-t-il le droit d'exiger une preuve d'assurance du locataire? Alors, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, encore une fois, si vous avez un règlement qui l'exige que le locataire fournisse sa preuve d'assurance, alors tout à fait, vous êtes en droit de l'exiger et à chaque nouveau locataire, même chose. Parfait. Donc, prochaine question de Sylvie. Peut-on imposer des frais aux copropriétaires locataires pour des locations au niveau de la charge du travail? Alors, je ne suis pas sûre de comprendre tout à fait la question, mais je suppose que c'est un frais supplémentaire au niveau de tout ce que ça implique là, comme frais supplémentaires, la présence du locataire. La réponse est oui, c'est le fameux frais là, forfaitaire dont on vous a parlé tout à l'heure. Prochaine question. Que conserver confidentiel sur le bail? J'ai répondu à la question. Mais, en fait, si vous devez fournir à titre de propriétaire le bail au syndicat, vous fournissez la copie intégrale du bail qui a été signé. Donc, si vous ne mettez rien de confidentiel dedans, à part les mentions qui sont requises, ça va être ça qui va être mis au registre de la copropriété. Mais je ne sais pas si la question, c'est de savoir, par exemple, il y a beaucoup de propriétaires locataires qui sont très hésitants à ce que le syndicat sache le montant de loyer qu'il requiert. Ça, c'est une information qui n'est pas vraiment pertinente pour la mission du syndicat. Donc, effectivement, cette mention-là, si elle dérange, elle pourrait être biffée. En fait, l'important pour le syndicat, c'est de savoir qui est le locataire et également de s'assurer que la partie règlement de la propriété lui a été transmise. Donc, j'ai ensuite une question de Joanne Dumais. On fait quoi si notre copropriétaire locataire fait affaire avec une firme de location pour des durées de 1 mois, car il n'y a pas vraiment de bail? On peut exiger quoi comme document? De plus, c'est la firme de location qui peut lui remettre les règlements.
comment en être certain que c'est fait? Bon, alors, il y a plusieurs choses là-dedans. Alors, premièrement, votre question ne nous indique pas si vous avez une réglementation qui empêche ce type de location-là, alors qu'il fasse affaire avec une compagnie de gestion ou qu'il fasse affaire ou qu'il passe par lui-même, ce n'est pas plus permis de contourner de la réglementation du syndicat. Donc, si vous n'avez pas de location court terme permise, si chez vous, c'est une location long terme seulement, ce qu'il fait, la façon de procéder n'est pas permise. Alors, tous les documents que vous pouvez demander de la compagnie de gestion ou de votre propriétaire, c'est effectivement les durées des locations, le nom des locataires qui sont là. Vous pouvez requérir la copie des baux si vous avez des règlements. Vous pouvez aussi exiger la preuve qu'ils ont reçu les règlements. Si vous pensez qu'ils contournent vos règlements et qu'ils font de la location à court terme par des agences de location, probablement que vous allez retrouver sur les sites Internet cette unité-là en location à court terme avec tout un descriptif de ce que ça comprend. Alors, ce sont là des éléments là, très importants là, si vous voulez vous capturer les écrans puis vous les imprimer pour éventuellement mettre en demeure ces différentes personnes-là puis mettre un terme à ce type de location-là. Rien de mieux de légiférer en amont, par contre. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Parfait. Donc maintenant, je vais donner la parole à Christiane Lachapelle. Non? Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Moi, je voulais savoir si on aurait besoin d'un règlement voté en Assemblée à 50 de majorité là, pour pouvoir charger le supplément d'assurance que l'assureur nous charge à cause qu'il y a plusieurs propriétaires qui louent. Alors, la réponse est non. Exceptionnellement, pour la question de la surprime, ça a fait l'objet de jugements des tribunaux. Donc, vous pouvez, dès que vous avez la preuve de l'assurance qu'il y a un montant de surprime dû au taux de location, facturer vos copropriétaires. OK. Parfait. Donc, j'ai une autre main levée, c'est Karine Henry. Je vais vous donner la parole. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, ma question, c'est par rapport à la surprime, ça fait un petit lien avec la question précédente. Nous, on l'avait voté en assemblée, c'est passé, etc. On a envoyé. Allô? Oui, OK, je pense qu'on m'avait remis en. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ça a coupé en plein milieu, mais on vous entend. Ben oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Donc, en fait, on a envoyé les lettres là, pour obtenir le montant de la surprime en octobre. Puis, tous en ligne pour qu'il y en ait un qui ne souhaite pas payer. Donc, je voulais savoir quels seraient nos recours au cas où il y a un copropriétaire qui ne paye pas le montant de la surprime, sachant que notre nouveau renouvellement d'assurance là, va être fait bientôt en avril. Donc, il y en aura probablement une autre qui va s'ajouter à celle déjà due. Ben, écoutez, le seul recours qui existe d'un syndicat de copropriété dans ces circonstances-là, ça va être un recours déposé à la Cour des petites créances pour récupérer le montant de cette surprime-là. Parce que j'imagine qu'elle est en bas de 15 000 $ pour votre copropriétaire. Oui, Alors, oui, heureusement. Ça va être la seule façon de pouvoir aller rechercher ces sommes-là. OK, puis ça, est-ce qu'il y a un moment où on peut y aller ou est-ce qu'on lui donne un certain nombre de mois, de semaines pour le payer ou comment ça fonctionne côté vous avez timing? probablement déjà, lorsque vous lui avez envoyé la lettre et lui demandé de payer, vous lui avez probablement déjà dit dans quelle échéance il devait payer parce que j'imagine que vous-même, en tant que syndicat, vous aviez des échéances de paiement à rencontrer auprès de l'assureur. Donc, ça, ces échéances-là, il l'a déjà. Vous devriez lui envoyer une lettre, ce qu'on appelle la mise en demeure, lui disant qu'il est en défaut et qu'il doit payer dans un délai raisonnable, mais délai raisonnable de payer, ça peut être très court. Hein? Ça peut être 48 heures, ça peut être 5 jours, ça peut être 6 jours, ça peut être 10 jours. Une fois que tout ça s'est passé, vous pouvez déposer votre procédure aux petites créances.
Actuellement, il y a quand même des délais d'attente qui sont importants. Et lorsqu'arrivera l'audition de cette cause-là, vous mettrez à jour vos montants. Donc, s'il y a eu un renouvellement depuis qui n'a pas non plus été payé, ben, vous le rajouterez à ce moment-là. OK, d'accord. Ça marche. Donc, zut. Est-ce que, Il faut ben, s'armer en de fait, patience. comment? Il faut s'armer de patience. Oui, c'est ça. Ben, en fait, est-ce que sans aller nécessairement aux petites créances, on avait la pensée magique de se dire, ben, au moment où la personne va vendre, est-ce que c'est un montant qu'on va pouvoir recouvrir à ce moment-là avec le notaire ou c'est pas quelque chose qui se fait? Bien, écoutez, ce n'est pas un montant qui est automatiquement couvert lorsqu'il y a une vente, à la différence des charges communes. Ce n'est pas une charge commune, ce n'est pas un frais de condo, c'est un frais particulier. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est automatiquement payable. La plupart du temps, ça va l'être, mais ça ne l'est pas toujours. Alors, vous prenez un risque. Je ne sais pas si votre copropriétaire est en vente non plus. Puis, n'oubliez pas que vous avez une prescription de 3 ans. Donc, les dettes envers la copropriété, envers tous, s'annulent après 3 ans. Ah, c'est bon à savoir. OK, À moins parfait. que Donc, vous ayez quelqu'un qui est sur le bord de vendre, c'est peut-être pas la meilleure stratégie. non, je pense pas. Mais nous, on essaie de pas aller dans les mesures judiciaires, là. On essaie d'être sympathique, mais c'est ça. Mais vous Je pense savez, que des fois, dans la copropriété, il faut tirer sur quelqu'un pour que les autres y fonctionnent. Hein? Malheureusement, c'est un peu comme ça. Alors, c'est votre exemple. oui, c'est ça. Ouais. Les autres ont très bien coopéré, mais lui, non, c'est ça. Donc, ben, c'est parfait. Merci. On va faire ce qu'on doit faire. Merci beaucoup. Donc, je vais passer à la prochaine question de M. Louis Levasseur. Les administrateurs peuvent-ils être rémunérés s'il y a beaucoup de locations? Peuvent-ils être… Bon, alors, premièrement, peuvent-ils être rémunérés? La réponse est oui. Un administrateur peut être rémunéré. La rémunération fait normalement partie déjà de vos règlements d'immeuble. Alors, dans votre déclaration, vous avez des règles spécifiques qui vous disent comment un administrateur va être rémunéré. Est-ce que ça prend un vote de l'Assemblée? Est-ce que ça va… À tout événement, là, ça prend quelque chose. Donc, soit un vote de l'Assemblée, soit à tout le moins une prévision budgétaire. Donc, l'administrateur peut être rémunéré. Est-ce qu'on peut faire un lien entre la rémunération de l'administrateur puis la location? Ça, je le vois moins, là. Mais pour répondre à votre question, la réponse est oui. D'ailleurs, moi, je crois que personne ne devrait faire ce travail-là bénévolement. Vous engagez votre responsabilité à tous les jours et ne serait-ce qu'un montant symbolique, je crois que ça devrait être reconnu. Parce que vous savez, que vous fassiez ça gratuit ou que vous receviez une indemnité, les copropriétaires ne sont d'habitude pas plus reconnaissants. Alors, tant qu'à faire, voilà, c'est mon éditorial. Prochaine question de Lise Ruel. Peut-on trouver des exemples de textes pour faire un règlement et rédiger des sanctions? Les sanctions, on parle des clauses pénales. Encore une fois, là, il n'y a pas de clause standard magique qui existe. Là. Certaines déclarations de copropriété, dès le début, contiennent ce type de clause-là. Donc, si vous avez des déclarations assez récentes, normalement, il y a une bonne chance que vous les ayez. Ces clauses-là, elles vont se retrouver à la fin de votre partie 1, là, souvent chapitre 9 de la partie 1. Vous allez les retrouver si vous les avez. À ce moment-là. Ah. Alors, Lise Trudel, donc la personne qui vient de poser la question, a levé la main. Donc, je vais vous donner la parole. Vous pouvez y aller. Oui. Voilà. On vous écoute. Est-ce que nous sommes capables d'avoir une règlement, excuse-moi, qui dit que chaque paiement qui est reçu d'une copropriétaire est toujours applicable aux anciennes factures. Ça veut dire si on fait une facture pour une pénalité ou un frais d'administration,
que si quelqu'un refuse de payer leur extra, chaque fois qu'il paye son frais, c'est appliqué contre tous les dettes qui en restent en arrière. C'est ça que vous voulez Les dire. anciennes, c'est ça. Alors ça, ce sont des clauses qui s'appellent des clauses d'imputation des sommes, effectivement. Elles peuvent être faites et elles peuvent être adoptées. Alors, comme ça, on arrive à un moment donné avec quelque chose, peut-être le vendeur achète, mais le copropriétaire est en arrière avec Exact. ses frais. So, là, nous sommes capables d'avoir vraiment la puissance d'aller chercher, excuse-moi, ces montants. Tout à fait. Vous avez tout à fait la même pensée que nous. Vous êtes machiavélique. Merci beaucoup. De rien. Alors, on va passer à la prochaine question qui est de Diane. Sous location interdite, est-ce qu'on pourrait demander au locataire un nouveau bail avec le nouveau locataire? Je ne comprends pas la question. Je ne suis pas sûre de comprendre la question, mais si jamais vous avez un locataire qui sous-loue et que vous avez un règlement qui demande à ce que tout bail de sous-location soit fourni au syndicat, bien sûr, il n'y a pas de problème. Si jamais vous voulez préciser votre question, vous pouvez toujours lever la main et je vous donnerai la parole. En attendant, je vais donner la parole à Christiane. Vous pouvez activer votre son. Je n'avais pas d'autres questions. Là, on m'a répondu tout à l'heure. Merci. OK, parfait. J'ai une question de Marie-Claire. Oui, bonjour. Bonjour. Malheureusement, j'étais justement chez le notaire cet après-midi, alors je suis arrivée trop tard pour le début de votre speed condo. Est-ce que vous pensez, prévoyez refaire un autre sur le même sujet éventuellement? Parce que j'ai manqué la majeure partie, malheureusement. Peut-être tu peux lui répondre sur la rediffusion puis le live. Là. Oui, donc si vous étiez inscrite, Oui. vous allez recevoir un courriel demain normalement avec le lien de rediffusion. Ah, Sinon, OK. vous pouvez également aller sur notre page Facebook, DJC Légal. Toute la présentation était en live, donc vous pouvez aussi la revoir ici. Ah, merci beaucoup. De rien. Donc, j'ai une question de Alain Hébert. Qu'a vécu dans notre copropriété les comportements de locataires qui viennent d'être évincés par un jugement du TAL ont généré plus de 15 000 $ en pénalité pour le copropriétaire. Comment un petit syndicat de 8 unités peut gérer ce type de situation, surtout dans le cas où la coopération de copropriété est inexistante? Mais en fait, tout à l'heure, on vous parlait des clauses pénales. Ça reste la façon la mieux et de loin celle qui est à privilégier pour régler ce genre de situation. Alors, dans votre cas, l'adoption de clauses pénales aurait permis ou a permis, je ne suis pas trop sûre quand je lis votre courriel, mais de réclamer aux propriétaires locataires ces sommes qui ont été encourues par le syndicat de copropriété parce qu'il apparaît effectivement totalement injuste que vous soyez dans une petite ou une grande copropriété, que le reste des copropriétaires assument des frais en raison du fait qu'un copropriétaire loue et n'est pas capable de gérer son locataire. Quant à moi, c'est une injustice flagrante et les autres copropriétaires n'ont pas à assumer ces frais-là. La seule façon pour eux de ne pas assumer ça, c'est dans l'adoption de clauses pénales et dans l'adoption de clauses de remboursement d'honoraires extrajudiciaires et de pénalités par le copropriétaire qui est fautif. Donc, dans votre cas, le copropriétaire locataire.
Parfait. Donc, on va pouvoir continuer avec la prochaine question de Catherine. De combien environ est une surprime? 10%, 20%? Mon assureur n'est pas en mesure de me le dire. Bon, ben ça, c'est votre problème majeur. Parce que pour exiger la surprime, et c'est une surprime due en raison du nombre d'unités en location, c'est l'assureur qui doit vous le dire et qui doit vous dire c'est quoi le montant qui est exigible en vertu de ça. Donc, sur le montant total de votre police, c'est quoi le montant qui est dû en vertu de l'état de location, du nombre d'unités en location. Il n'y a personne d'autre qui va pouvoir vous le dire. Alors, si votre assureur n'est pas capable de vous le dire, vous n'allez pas être capable de le réclamer. Maintenant, des fois, il va falloir pousser un petit peu votre assureur parce qu'il est bien bon pour vous réclamer des primes. Il doit être capable aussi de vous les ventiler. Donc, retournez à votre assureur, demandez-lui une ventilation, demandez-lui de déterminer la surprime. C'est à lui de le faire. Il y a juste lui qui peut le faire. On va aller à la prochaine question. Donc, c'est une question de Alain Hébert. Comment responsabiliser les gestionnaires de location engagés par les copropriétaires et qui ne coopèrent pas avec le syndicat ou son CA? Est-ce que vous parlez de... Je pense qu'on parle du gestionnaire d'un syndicat, n'est-ce pas? Non, on parle de gestionnaire de location. Alors, si je comprends bien, là, c'est un propriétaire qui fait affaire avec une compagnie pour louer son unité. Est-ce que c'est bien ça? Tu peux relire la question. Oui, je vais relire la question. Donc, comment responsabiliser les gestionnaires de location engagés par les copropriétaires et qui ne coopèrent pas avec le syndicat et son CA? Oui, je pense que c'est vraiment les gestionnaires qui sont engagés par les propriétaires. Bien, ça, c'est une bonne question, puis il n'y a pas non plus de solution miracle, mais ça passe avant tout par une meilleure communication, puis une meilleure transfert d'informations entre le syndicat et cet intermédiaire. N'oubliez pas qu'en tout temps, le propriétaire locataire reste responsable de la compagnie de location avec qui il fait affaire, tout comme il est responsable de ses locataires. Donc, la compagnie de location, malheureusement, des fois, il va appartenir un petit peu au syndicat de la former, puis de lui rappeler qu'elle loue dans un syndicat de copropriété, qu'il y a des règles à respecter et qu'il y a des restrictions qui sont inhérentes et qui sont imposées dans votre immeuble. Mais ça passe surtout par un échange d'informations. Dans votre cas, vous, peut-être que la seule personne de contact, si jamais la compagnie de gestion du copropriétaire ne répond pas, c'est de vous, de demander des comptes ou des informations au niveau du copropriétaire et de forcer un peu l'information que vous êtes censé obtenir auprès du syndicat, par le syndicat. Parfait, donc on va passer à la prochaine question. Faites-vous la différence entre la location de chambre Faites-vous la différence entre location de chambre et co-occupant? Oui, il y a une distinction à faire. Alors, la location de chambre, c'est souvent, comme je l'ai dit, une situation qui est interdite en copropriété. Donc, on ne peut pas diviser l'intérieur d'une même unité de copropriété. Par contre, si j'ai un co-occupant, c'est ça? Exact. Comme un coloc, là, on va dire, bien, lui, il partage avec moi l'entièreté de l'appartement. Il ne fait pas que de me louer une chambre. Donc, oui, il y a une distinction à faire au niveau de cette situation-là. Parfait. Donc là, maintenant, je vais donner la parole à Alain Hébert. Oui, ben écoutez, c'était pour ma dernière question. Comme vous avez vu dans les deux questions précédentes, on est un petit syndicat de 8 unités où on a 3 unités en location avec des propriétaires qui habitent l'Europe. Donc, la gestion est assez complexe. On vient de vivre une situation assez difficile avec un des copropriétaires qui a malheureusement mal choisi ses locataires. Donc, pour prévenir ça, est-ce que nous, à travers soit notre réglementation ou nos procédures de location, est-ce qu'on peut exiger qu'il y ait des éléments qui soient ajoutés au bail pour essayer de faciliter le séjour des locataires une fois que les bails sont signés? Des exemples comme est-ce qu'on peut exiger que l'appartement soit un appartement non fumeur, que les appartements en location n'aient pas d'animaux, qu'il n'y ait pas de consommation
de cannabis et qui soit spécifique aux unités louées? Alors, tout allait bien jusqu'à ce que vous me disiez qu'il soit spécifique aux unités louées. Vous ne pouvez pas faire une réglementation qui est spécifique aux unités louées. Vous pouvez, par contre, adopter des règlements qui visent à interdire le tabac, à interdire la consommation de marijuana, interdire les animaux. Mais si vous adoptez ces règles-là, elles vont être adoptées pour tout le monde, que vous soyez un locataire ou que vous soyez un copropriétaire occupant. Alors ça, il faut bien faire attention. Vous ne pouvez pas faire des catégories de règlements. Par contre, dès que vous faites des règlements, ils sont opposables à vos futurs locataires parce que dans le cadre d'un bail en copropriété, ils sont tenus à la réglementation du syndicat de copropriété quand ils en reçoivent une copie. Donc, la réponse est oui, vous pouvez faire des règlements. Oui, vous pouvez imposer ces règlements-là aux locataires, mais vous ne pouvez pas faire des règlements spécifiques aux locataires. Super, merci. Je vais maintenant donner la parole à Diane. Vous pouvez activer votre son. Oui, c'est fait. Oui. Alors, ma question n'était pas claire tantôt. La sous-location est interdite. Alors, je disais, est-ce qu'on pourrait demander au locataire un nouveau bail avec le nouveau locataire? Une sous-location, ça veut dire que le locataire a trouvé quelqu'un. Alors, pour ne pas avoir un sous-locataire, est-ce qu'on ne pourrait pas demander au locataire de faire un nouveau bail avec cette nouvelle personne? Alors ça, c'est en fait, ce n'est pas un choix qui revient au syndicat de copropriété. En fait, le locataire, quand il loue un logement, il a deux choix. Il peut sous-louer, qui est un choix qu'il a. Donc, il sous-loue à quelqu'un et il reste responsable du bail. Il peut aussi céder son bail et dans ce cas-là, il se retire complètement du bail et c'est comme s'il y avait un nouveau bail entre le nouvel occupant et le propriétaire. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, le propriétaire va devoir y consentir. Alors là, oui, vous pourriez, dans le code de cession de bail, exiger un nouveau bail avec les nouvelles informations comme du nouveau locataire. Mais quand il y a une sous-location, le lien reste avec le locataire initial. Donc, vous ne pouvez pas obliger ou forcer à ce qu'il y ait un nouveau bail. Vous pouvez par contre exiger les coordonnées, savoir exactement qui réside chez vous. Mais c'est à peu près tout ce que le syndicat va pouvoir faire. Oui, mais ce n'est pas avantageux, me semble, pour le locataire de sous-louer. Il serait mieux de faire une cession. Oui, mais le problème, c'est que la cession lui prend l'autorisation du locataire, ce qu'il n'obtient pas toujours. Ah, d'accord. Tandis que la sous-location, il n'a pas besoin d'autorisation. D'accord. Merci. Oui. Alors, on va continuer avec une question écrite. Je ne sais pas s'il reste encore beaucoup de questions, mais sinon, on va pouvoir… Il en reste beaucoup. Il y a quand même beaucoup de questions. Alors, on va pouvoir peut-être aussi, on va peut-être en prendre une ou deux, puis on va les référer à notre site. Donc, gênez-vous pas. Prenez un rendez-vous, un petit 15 minutes pour régler vos questions. C'est un service gratuit, donc il n'y a pas de problème. Alors, on va continuer avec deux questions seulement. Prochaine question est de Joey. Est-ce qu'un locataire peut partager son appartement avec un ami pour une longue période sans avoir l'ami sur le bail? Si je comprends bien la question. C'est comme un occupant, donc on en revient un peu avec la question de l'occupant tout à l'heure et on revient avec, c'est le même cas qu'un copropriétaire qui accueille un ami chez lui ou une nouvelle blonde ou un nouveau chum. Alors, ce sont des gens qui ont le droit de rester, mais qui n'ont pas de statut officiel. Alors, il n'y a rien qui empêche un locataire d'avoir un ami chez lui. Parfait. Donc, la La dernière seule personne qui est vraiment responsable du bail, ce serait vraiment la personne qui est sur le bail.
Donc, on va finir avec une dernière question, une question de Alain Hébert. Est-ce que le CA peut demander, c'est-à-dire exiger, que des clauses au bail, telles que appartement non fumeur, pas d'animaux, pas de consommation de cannabis, soient mis au bail? Mais je me demande si on n'a pas répondu Ouais, à la c'est ça. question tout à l'heure. En effet. Peut-être indirectement, lorsque le copropriétaire loue son logement, il doit fournir tous les règlements de l'immeuble. Donc, si vous avez un règlement de l'immeuble qui interdit de fumer, qui interdit les chiens, qui interdit le cannabis, ça va être remis et c'est censé être remis et ça doit être remis selon la loi au locataire et sans qu'il y ait besoin nécessairement de l'écrire nécessairement dans le bail, mais le locataire doit répondre à toutes les réglementations qui sont applicables au niveau de la copropriété et il n'a pas le choix de s'y conformer en fait. Parfait. Donc, je vais juste finir en fait avec une toute dernière question, vraiment la dernière. Pour charger les frais supplémentaires d'assurance aux coproprio locataires, a-t-on besoin d'un règlement voté en assemblée à 50%? Alors, on a répondu à la question tout à l'heure. Je dis qu'exceptionnellement, j'imagine que c'est pour la surprime encore d'assurance dont on parle, il y a un jugement qui vous permet de le faire, même s'il n'y a pas un règlement à cet égard-là. Et de facto, la plupart des déclarations prévoient déjà cette option-là de façon standard. Alors, la réponse à ça, ça serait non. On n'a pas besoin de règlement spécifique. Parfait. Donc, on en a fini pour les questions. Désolée si on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions que vous nous avez posées. Il y en a quand même énormément. Ce qu'on vous propose, c'est d'aller sur notre site web. Dans les services en copropriété, vous pouvez prendre une consultation gratuite de 15 minutes avec un des avocats ou avocates du cabinet qui est spécialisé en copropriété. 15 minutes, gratuit, on répond à vos questions, c'est très simple. Si jamais vous ne le trouvez pas sur le site web, je vais aussi vous mettre le lien dans le courriel de suivi que vous allez recevoir demain. N'hésitez pas à avoir recours à la ressource parce que nous, on a débloqué nos agendas juste pour vous. Et vous pouvez aussi, comme sur le site Internet, avoir accès à nos autres speed condos puis nos autres formations qui s'en viennent tout au long de l'année. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre infolettre, donc que vous pourrez recevoir là, mensuellement une infolettre avec toutes les actualités en copropriété, donc tout ce qui se passe, tous les jugements qui se rendent, donc une foule d'informations encore là, tout à fait gratuit. Alors, il me reste à vous remercier d'avoir assisté à ce speed condo. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Métier, et je vous souhaite à la prochaine.